Achetez mon vélo, monsieur. Maman n'a pas mangé depuis 2 jours. Les bikers ont découvert qui l'avait ruiné. Il y avait d'abord ce bruit qui ne devait pas exister dans une rue aussi tranquille. Un grondement grave et continu qui roulait sur l'asphalte comme un orage se faufile au-dessus d'un lac immobile. Et les voisins, d'abord curieux, puis soudain timides, tirèrent les rideaux d'un même geste, comme si la peur avait appris à se taire en chuchotant. 4 motos passèrent, puis ralentirent, et les silhouettes en cuir noir, brodées d'insignes flamboyants, s'allongèrent en ombre mince dans la chaleur de l'après-midi, jusqu'à ce que les moteurs, l'un après l'autre, se mettent à respirer en sourdine, et que le silence de banlieue redevienne une membrane fragile que la présence seule de ces hommes semblait menacer. C'est alors qu'une voix trop petite pour ce décor, trop claire pour le métal et la poussière, fit un pas en avant dans l'air. Monsieur, vous pouvez acheter mon vélo? Il ne s'agissait pas d'un troc naïf, pas d'un jeu d'enfant où l'on jouit à négocier, mais d'une demande qui avait déjà épuisé son courage. La fillette, 6 ans à peine, les cheveux pâles et froissés par le vent, tenait une pancarte en carton découpée d'une boîte et griffonnée à la main. À vendre, tandis qu'à sa droite, un petit vélo rose, avec un panier blanc éraflé et 2 rubans qui avaient cessé de danser, attendait comme un animal qui comprend qu'on l'abandonne, et ses chaussures, où la poussière s'était fait dessus, démentaient la propreté soigneuse de sa robe. À quelques mètres, sous un arbre qui donnait une ombre maigre, une femme était assise, enveloppée dans une couverture, parce que le corps, quand il n'a plus d'énergie, a froid même en plein soleil, et son visage, d'une pâleur qui n'était pas celle du repos, cherchait les yeux de l'enfant sans oser déranger personne. L'homme qu'on appelait le loup, on ne savait plus très bien si c'était un surnom qu'il avait choisi ou un nom qu'on lui avait donné pour ne pas avoir à prononcer le vrai, coupa le contact, posa un genou au sol, et dans ce simple geste, il y avait quelque chose comme une mémoire qui se rouvrait, la sensation qu'une partie de lui, enterrée sous des années de bruit, de routes avalées et de regrets tenus serrés comme des écrous, qu'on refuse de desserrer, venait d'entendre une phrase qu'elle reconnaissait. Il regarda la pancarte, la petite main qui tremblait un peu, puis le vélo, puis la femme sous l'arbre, et quand la fillette ajouta d'une voix dont le fil menaçait de se rompre, « Maman n'a pas mangé depuis 2 jours », il sentit sa gorge se contracter comme si la faim, la vraie, celle qui ronge l'orgueil avant le ventre, venait de franchir la distance entre elle et lui pour se coucher dans sa poitrine. Il lui demanda doucement son prénom et elle répondit « Mira », en pinçant les lèvres comme si donner son nom lui coûtait déjà quelque chose, puis, par petites gorgées de phrases, comme on boit de l'eau avec des mains tremblantes, elle raconta ce qu'une enfant ne devrait jamais avoir à expliquer. La mère employée dans une société de traiteurs, les promesses polies, puis repoussées. Le grand patron à la montre brillante qui pose sur des photos avec des sourires qui ne savent pas rester quand les caméras s'éteignent. Les licenciements dits nécessaires, les excuses qu'on présente comme des lois de la gravité, la porte qu'on referme devant une demande de quelques semaines, puis les factures qui grossissent comme un ciel d'orage et le frigo qui s'allège jusqu'à devenir un meuble. Le loup écoutait et chaque détail trouvait sa place dans un plan qu'il ne cherchait pas à dessiner, mais qui s'alignait en lui avec la rectitude silencieuse des évidences. Près de lui, ses frères, Tank, Viper, Mason, s'étaient rapprochés, leurs bottes posées comme des points de suspension. Et il n'y eut pas de débat, pas de souffle inutile, juste une manière de se lever ensemble qui disait l'accord sans l'annoncer. Il sortit son portefeuille comme on dégaine une certitude, prit une liasse qu'il ne compta pas, la glissa dans la paume de Mira en refermant doucement ses doigts autour de l'argent, non pour acheter, mais pour empêcher la honte d'y toucher, et murmura qu'elle garderait le vélo, qu'il n'était pas à vendre, pas aujourd'hui, pas pour ça, pas tant que la faim dans cette famille n'aurait pas reçu la première réponse qu'on doit toujours lui donner, manger. Puis il se tourna vers l'arbre, croisa le regard de la mère et hocha la tête. Parce qu'il n'y a pas de grandes phrases à offrir quand on a laissé la dignité parler à votre place. Dans la poussière qui se soulevait déjà,
Il promit de revenir, de ne pas disparaître avec les belles intentions comme le font ceux qui confondent bonne conscience et acte. Et quand les moteurs reprirent, ce ne fut pas la fuite des hommes en cuir, mais le départ de ceux qui ont décidé de ne plus ignorer. Sur le trottoir, Mira serra la pancarte contre elle comme un bouclier invisible, le vélo rose posé contre sa hanche, et la mère, sous l'arbre, ferma les yeux une seconde, comme on le fait quand on s'autorise, pour la première fois depuis des semaines, à respirer autrement que par nécessité. La rue, qui avait appris à se méfier, n'osa pas applaudir, mais elle comprit, à sa manière, que quelque chose avait changé de camp, qu'une pièce minuscule venait de bouger sur un échiquier qu'on croyait réservé aux puissants, et que, parfois, pour que la justice commence, il suffit qu'un homme décide de se souvenir de ce qu'il sait déjà. Ils n'étaient pas des saints, et ils n'avaient pas besoin de l'être. Ils étaient seulement des hommes qui, un jour, avaient choisi la route parce qu'elle offre aux déracinés la fiction d'un horizon, et ce jour-là, la route les mena jusqu'à une façade de verre qui renvoyait la lumière comme une vérité qu'on ne veut pas voir. Dans le hall, le marbre lissait les pas comme s'il avait été conçu pour effacer les traces, et la réceptionniste, d'abord trop professionnelle pour montrer la surprise, laissa malgré elle ses pupilles s'agrandir à la mesure des silhouettes qui avançaient sans bruit, non pas avec l'arrogance de ceux qui veulent impressionner, mais avec la densité de ceux qui savent exactement pourquoi ils sont là. Le nom du patron était inscrit partout, sur un totem de plexiglas, sur les dossiers reliés, sur les photos ou des poignées de main, et c'était de mimer l'empathie. L'homme derrière la paroi de verre levait à peine la tête. Parce que les riches apprennent tôt à ne pas interrompre ce qu'ils font, même quand le monde vient frapper à leur porte. Mais le loup n'eut pas à pousser plus loin. La porte s'ouvrit, et le bureau, avec ses angles nets, son bois sombre et son absence parfaite de poussière, reçut la pancarte de Mira. Il la posa au centre, comme on dépose une preuve, et le carton, pourtant léger, sembla peser assez pour faire ployer quelque chose dans l'air. Le patron dit « Qu'est-ce que… » Et la phrase resta là, suspendue, inutile. Le loup parla, sans hausser la voix, parce que la colère, la vraie, n'a pas besoin de volume pour être entendue. Il raconta, mais sans pathos, les 2 jours sans manger, l'arbre sous lequel une mère se tient droite en s'asseyant, le vélo rose, que l'on ne vend pas parce que ce n'est pas une monnaie, c'est une preuve d'enfance. Il parla du licenciement au nom de la nécessité, du refus de quelques semaines, et des sourires pour la presse qui font oublier aux photographes que leur lumière blanchit la honte. Il ne demanda pas un miracle, il ne demanda pas un geste pour se faire pardonner. Il posa seulement, d'une manière qui ne laissait pas d'échappatoire, la question que les hommes se posent quand ils se regardent sans témoin. Que veux-tu être maintenant? Le PDG eut ce mouvement minuscule qui précède les grands renoncements. Le regard dériva vers la fenêtre, non pour fuir, mais parce que la lumière, parfois, nous aide à nous voir exactement comme nous sommes. Il parla de chiffres, de contraintes, de lignes budgétaires, puis se tut, parce que les arguments, face à une pancarte tenue par des doigts d'enfant, ne savent pas tenir debout plus de 3 secondes, et le silence, qui est le seul endroit où la honte peut se transformer, s'installa. Les frères, derrière le loup, ne bougèrent pas, et l'absence de menace, paradoxalement, rendait la scène plus lourde. On ne venait pas prendre, on venait rendre les choses à leur place. Ce ne fut pas un marché, pas une extorsion. Il n'y eut ni somme exigée, ni liste dictée, seulement des évidences formulées avec cette précision tranquille que les hommes utilisent quand ils savent qu'ils n'ont rien à prouver. Il y avait des familles qui, au-delà de Mira, avaient glissé sans bruit sous la ligne où la dignité s'étiole. Il y avait des dettes médicales qui écrasent des mers comme des pierres, cherchent dans le fond d'un fleuve. Il y avait des emplois qu'on pouvait rouvrir. Peut-être pas tous, peut-être pas longtemps, mais assez pour que la peur, au moins, recule d'un pas. Il y avait enfin la possibilité de faire quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne se poste pas, qui ne se photographie pas. Réparer. Le patron, dont le nom courait sur les communiqués de presse comme une signature de charité, pencha la tête, très légèrement, et on aurait dit qu'il entendait pour la première fois le bruit réel de ses propres décisions.
Il demanda le nom de la mère, l'adresse, ce qu'il fallait pour que la semaine en cours se termine autrement qu'elle n'avait commencé. Puis, il regarda à nouveau la pancarte, lut mentalement les 2 mots que la main d'un enfant avait tracés, sans imaginer qu'ils auraient à voyager jusque-là. Et il comprit que s'il n'agissait pas maintenant, ce serait moins une faute qu'un verdict prononcé contre lui-même. On appela un assistant, puis un autre, non pour orchestrer un spectacle, mais parce que parfois il faut des mains pour transformer un repentir en action. Des paniers de nourriture, pas pour un soir, mais pour des mois, des factures réglées pour celles et ceux dont les dossiers s'empilaient avec une lenteur humiliante. Et, surtout, la liste des licenciés récents qu'on rappellerait un par un pour proposer d'abord des heures, puis des postes, puis, quand c'était possible, un chemin de retour. Quand ils sortirent, les 4 hommes ne dirent rien, pas même entre eux. Les portes automatiques s'ouvrirent sur une lumière plus simple que celle des plateaux photos, et la rue, ici, n'avait pas besoin d'apprendre à se méfier. Le loup prit la pancarte sous son bras, non comme un trophée, mais comme un reçu invisible que le monde venait de signer. Il ne souriait pas parce que la joie n'est pas bruyante quand elle n'appartient pas, mais il y avait dans leur démarche cette soudaine absence de hâte qui ressemble à la paix, fragile encore, mais réelle. Une fois sur les motos, le loup resta un instant immobile, regarda sa main tachée de poussière sur le guidon, se souvint d'un autre jour où il n'avait pas su rentrer à temps, se promit sans mots de ne pas échouer ici, puis la route reprit. La ville s'effaça derrière eux, et dans l'air, quelque chose, sans fanfare, avait bougé. Le soir était venu avec une douceur inattendue, comme si la journée, après s'être tant tendue, avait décidé de consentir à une fin humaine. Dans le quartier où tout avait commencé, le soleil s'allongeait en bandes dorées sur l'herbe et sur les carrosseries, et la poussière, soulevée par les pneus, retombait en paillettes ternes sur un monde qui avait besoin d'apprendre à respirer autrement. On entendait, de loin, les bruits de vaisselle d'une maison qui dînait tôt, et ce son, sans importance d'habitude, ressemblait à une promesse faite à voix basse. La nouvelle s'était propagée, rapide mais sans éclat, comme ces rumeurs qu'on ne cherche même pas à démentir, parce qu'elles arrangent enfin quelque chose. On disait qu'un don anonyme, massif, avait coulé en silence vers les familles les plus pressées par la faim, qu'on avait effacé des dettes à l'hôpital pour des mères seules qui n'osaient plus ouvrir leur courrier, qu'un standard appelait depuis l'après-midi des noms connus pour proposer de revenir. Et personne ne savait ce qui avait provoqué le virage, sinon que parfois, pour qu'une machine corrige sa trajectoire, il suffit qu'on glisse au bon endroit une vérité qu'elle ne peut pas digérer sans se réinventer. Il revint comme ils étaient parlés partis, sans bruit inutile. Le moteur, en se taisant, signa le retour plus sûrement que n'importe quelle parole. Et Mira, qui guettait déjà sans en avoir l'air, lâcha le vélo et courut, non pas pour les remercier, mais pour vérifier que le monde, aujourd'hui, tenait sa promesse. La mère se leva avec précaution, comme on se redresse dans une barque, le visage tiré par la fatigue, mais éclairé par quelque chose qui n'était ni de la gratitude ni de l'incrédulité, plutôt une sorte de relâchement profond, cette détente des traits qui dit que l'on vient, à l'instant, de poser un sac trop lourd. Le loup s'approcha, salua d'un signe de tête, ne dit pas de rien parce que ce serait mentir, et ne dit pas désolé parce que ce mot, ici, ne pouvait pas réparer. Il se contenta d'un ça ira, non comme un vœu, mais comme une décision. Ils s'assirent dans l'herbe, partagèrent du pain qui avait l'odeur simple des boulangeries, qui cuisent tard, et l'ombre de l'arbre, enfin utile, dessina sur leurs épaules une parenthèse. Les frères déposèrent à côté un sac trop lourd pour n'être qu'un symbole, et Mira, après l'avoir soupesé, comme on teste un rêve, releva la tête avec ce rire qui n'est pas un bruit, mais un mouvement de visage qu'on n'attendait plus. La mère, en rompant la première bouchée, ferma les yeux, non pour savourer, mais pour laisser à son corps la permission d'accepter. Le loup ne mangea pas d'abord. Il regarda seulement la scène comme un cadreur qui sait qu'il tient le plan qu'il faut garder. Et il pensa que la justice, la vraie, n'a pas d'effet de spéciaux, qu'elle a ce goût de farine et de sel qui suffit. Et puis, il y eut ce moment où l'on n'a plus besoin d'autres phrases, où la morale, au lieu d'être énoncée, se dépose. Il comprit, et le narrateur avec lui,
que les hommes qu'on craint ne sont dangereux que lorsqu'ils ont oublié pourquoi ils ont mal, et que parfois, ceux qu'on juge perdus sont les derniers à se rappeler ce qu'est la bonté, précisément parce que le monde, en les refusant, leur a appris à reconnaître la faim là où elle se cache, dans les yeux d'un enfant qui vend son vélo, dans les mains d'une mère qui cerne une couverture, dans une pancarte de carton qui pèse plus qu'un immeuble de verre. La nuit, en avançant, ne mangea pas la scène, elle l'enveloppa. Les motos attendirent, patientes, et la route, quelque part, déroulait déjà son fil, mais personne ne se pressa. Il y a des jours où il faut laisser la paix finir son travail. Le loup se leva, remit la pancarte entre les mains de Mira. Non pour qu'elle s'en serve encore, mais pour qu'elle sache que la prochaine fois qu'elle écrira, ce sera pour un bricolage, une fête, une course, n'importe quoi qui ne soit pas l'inventaire d'une détresse. Puis, il tourna légèrement la tête vers la caméra invisible que l'histoire avait installée à sa hauteur d'homme. Alors, sans sévérité, sans le son, avec cette voix basse que l'on prend quand on parle à la partie la plus fragile de chacun, la narration peut se permettre une question qui n'oblige pas mais qui éclaire. Et toi, qu'aurais-tu fait si cette pancarte avait croisé ta route? Est-ce que tu crois encore que la bonté peut plier l'orgueil, non par la force, mais par l'évidence? Est-ce que tu acceptes l'idée que la justice ressemble parfois à un pain partagé au pied d'un arbre, et que ce geste, presque rien, change pourtant la manière dont on se tient debout le lendemain? Si tu as senti à un moment que quelque chose bougeait en toi, un souvenir, une colère propre, une promesse qui demande une main, rejoins Histories de Dim. Pas pour applaudir, pas pour te consoler, mais pour marcher avec nous du côté de ces histoires où l'on ne demande pas aux héros d'être impeccables, seulement de se souvenir. Laisse un mot, raconte ce que tu aurais tenté, dis-nous où tu as vu, toi aussi, un vélo rose devenir plus que du métal et de la peinture. Parfois, une seule décision, tenue sans bruit, suffit pour que le monde, un instant, se souvienne de lui-même.